Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Cogito Ergo Sum, et aujourd'hui c'est science physique. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà demandé comment mesurer la masse de la Terre. Vous êtes tous posés dessus, c'est un objet immense, mais comment mesurer sa masse? On ne peut pas la placer sur une balance. Eh bien au XVIIIe siècle, il y a un homme qui a réussi à répondre à cette question, et aujourd'hui j'aimerais vous présenter son expérience. J'espère que ce contenu va vous plaire, et on se dit à très bientôt dans les commentaires. Dans notre univers, tous les objets qui ont une masse s'attirent. On appelle ce phénomène la gravitation. C'est la gravitation qui explique pourquoi nous sommes constamment attirés vers le sol. Notre planète, la Terre, a une masse gigantesque. Il est donc très difficile d'échapper à son attraction. La force qui s'exerce sur chacun de nous et que nous exerçons également sur la Terre peut se calculer. C'est un physicien, mathématicien, philosophe, alchimiste, astronome et théologien britannique qui découvre le premier la loi universelle de la gravitation en 1686. Il s'appelle Isaac Newton. On comprend au travers de cette expression que la force qui attire deux objets est proportionnelle à leur masse et diminue rapidement lorsqu'on les éloigne l'un de l'autre. Quel que soit le couple d'objets concernés, une seule grandeur reste identique. C'est grand G, la constante gravitationnelle. La force qu'exerce la Terre sur un objet est appelée force de pesanteur et contient l'information de la masse de la Terre. On peut facilement connaître notre propre masse à l'aide d'une balance. On peut mesurer son poids avec un dynamomètre. Et la distance qui nous sépare du centre de la Terre se calcule facilement à l'aide de son rayon. Newton reconnaît donc lui-même que la seule information qui manque et qui permettrait de connaître la masse de la Terre, c'est cette fameuse constante gravitationnelle grand G. Cette question de la constante gravitationnelle ne trouvera pas de réponse satisfaisante jusqu'en 1798. Henry Cavendish, jeune scientifique britannique de la Royal Society, équivalent londonien de l'Académie des sciences de Paris, reprend les travaux d'un certain John Michell afin de répondre à la question épineuse du moment. De quoi est fait l'intérieur de notre planète? Certains pensent qu'elle est entièrement liquide sous une croûte solide, et d'autres avancent l'hypothèse d'une Terre complètement creuse. Qu'à cela ne tienne, Henry veut calculer la densité de notre planète bleue. Ainsi, il souhaite fournir un élément de réponse à un problème qui divise la communauté scientifique de l'époque. Pour arriver à ses fins, il n'a d'autre choix que de mettre au point une expérience pour calculer la masse de la Terre. Il va mesurer G. Je ne vais pas commencer à vous mentir. L'expérience perfectionnée par Henry Cavendish n'est pas des plus simples. Je vous propose donc d'y aller pas à pas, et ensemble nous allons lever le mystère. Si vous avez la moindre question ou incompréhension, pas de panique, je suis disponible et réactif dans les commentaires. L'expérience se base sur le principe d'une balance à torsion. Allez, voyons comment fonctionne cette bête. Nous sommes dans une pièce close. À l'intérieur de celle-ci pend un fil de cuivre solidement attaché au plafond. Le fil est très fin, c'est important. Il ne fait que 34 microns de diamètre. Il est donc plus fin qu'un cheveu humain, mais de peu. À ce fil est suspendue une tige horizontale faite en bois. Cette tige permet de positionner à ses deux extrémités deux sphères parfaitement identiques. Elles sont faites en plomb et ne pèsent que 730 grammes. À présent, on vient ajouter deux immenses sphères de plomb de 158 kg chacune à l'aide d'un assemblage quasiment identique. Attention, ces deux nouvelles sphères doivent être placées de part et d'autre de la tige en bois qui tient les petites sphères. Le rendu final nous donne l'impression d'un mobile pour bébé. À présent, observons notre expérience en vue de dessus. On reconnaît bien la tige en bois, qui est terminée par les petites sphères, et les grosses sphères de chaque côté de la tige. Henry Cavendish observe une première chose. Lorsqu'il approche les sphères rouges des sphères bleues, ces dernières sont attirées et la tige se met à tourner légèrement autour de l'axe du fil qui la tient au plafond. Henry vient de montrer expérimentalement l'universalité de la gravitation. Il y a bien une force qui s'exerce sur les sphères bleues et qui les attire vers les masses rouges. Mais Cavendish va aller plus loin. Il n'a pas atteint son objectif. La mesure qu'il s'apprête à prendre nécessite une extrême minutie.
Il a déjà isolé son appareil dans une pièce spécifique. Il va continuer dans cette voie. Il ajoute un coffre en acajou autour de la tige en bois et de ses poids pour l'isoler des vibrations extérieures et des variations de température, même infimes. En plus de cela, il se dit que sa présence dans la pièce est une source supplémentaire d'erreurs. Il n'a pas d'ordinateur ou de robot qui pourrait faire les mesures à sa place. Qu'à cela ne tienne, il va disposer de chaque côté de la pièce un télescope et une lampe braqués sur les sphères au-dessus desquelles il a pris soin de disposer une règle graduée en ivoire. Mais retournons au déroulé de l'expérience. Les sphères bleues sont attirées par la force gravitationnelle des sphères rouges. Elles oscillent, mais finissent par s'immobiliser dans une position d'équilibre. Une position d'équilibre? Mais entre quoi et quoi? D'un côté, il y a la force gravitationnelle. Mais qu'est-ce qui retient les sphères bleues de se coller aux sphères rouges? C'est le fil! Mais oui, le fil qui tient la tige s'est contorsionné pour lui permettre de tourner. Or, elle veut retrouver sa position droite, et applique une force qui s'oppose à la force de gravitation. Cette force, c'est la force dite de torsion du fil. Et on a de la chance, on peut facilement la calculer. Elle s'exprime simplement comme le produit de la constante de raideur K du fil avec l'angle de torsion alpha. Cet angle de torsion alpha est mesuré par Henry avec son télescope. Je vous avais dit que cette mesure se devait d'être précise. Eh bien, sachez que l'angle mesuré par Henry ce jour-là n'est que de 0,247 degrés. Puisqu'il y a égalité entre la force de gravitation et la force de torsion du fil quand l'oscillation s'est enfin arrêtée, Henry peut calculer la force de gravitation exercée sur la sphère bleue. La seule inconnue, c'est maintenant la constante gravitationnelle grand G qu'il s'empresse de calculer à son tour. Il trouve grand G égale 6,754 x 10 puissance moins 11 newton mètre carré par kilogramme carré. Rendez-vous compte, nous sommes au XVIIIe siècle et il ne fait une erreur que de 1,2% par rapport à la valeur admise aujourd'hui. Vous êtes encore en vie? Bien. Maintenant, tout va très vite, c'est très simple. Avec la constante grand G, on peut calculer la masse de la Terre avec n'importe quoi. Vous mesurez le poids de l'objet en question à l'aide d'un dynamomètre, pas une balance, vous ne cherchez pas sa masse. Et vous écrivez P, son poids, égale grand G, la constante gravitationnelle, multiplié par la masse cette fois-ci de votre objet, fois la masse de la Terre que l'on cherche. Vous divisez le tout par la distance qui sépare l'objet du centre de la Terre. Facile, le rayon de la Terre c'est bien connu, en moyenne c'est 6371,008 km. On met tout en place et hop, vous avez la masse de la Terre. Environ 6 suivi de 24 zéros kg, soit la bagatelle d'un trilliard d'éléphants. Et voilà comment Henry Cavendish a calculé une première fois avec une précision extraordinaire la masse de notre belle planète. Pour la petite histoire, je rappelle que ce qui l'intéressait vraiment, c'était sa densité moyenne, donc sa masse totale divisée par son volume. Hop, on passe le calcul, Henry trouve une densité de 5,54 g par cm3. Cette densité est près de 2 fois supérieure à celle de la roche qui est juste sous nos pieds et qui constitue la croûte terrestre. Il apporte donc la preuve que l'intérieur de la Terre n'est pas constitué d'un grand vide, mais d'un matériau bien plus dense que la surface. Ces conclusions mèneront 2 siècles plus tard à la conception d'une Terre constituée de couches de plus en plus denses, avec en son centre un noyau de fer. Mais ça, c'est une autre histoire. Et bien voilà les amis, maintenant vous savez comment on mesure la masse de la Terre. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Et pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une autre histoire de mathématiques ou de sciences physiques. À très bientôt.